Merci déjà pour cette présentation. Alors, 4 points. Est-ce que vous avez, sans doute, oui, mais ce serait intéressant peut-être une autre fois de l'avoir, les effets de la PAC, des anciennes PAC, sur les tendances qu'on constate telles que vous nous les avez présentées? Parce que quand on voit l'extension, enfin moi j'ai mis une hypothèse à votre présentation, on voit que les exploitations ont augmenté en nombre d'hectares. Du coup, on pense aussi tous les enjeux de prime à l'hectare portés par la PAC. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation plus précise que celle que je viens d'évoquer ou pas? Je vous laisse répondre ou je continue? Après, oui, je pense que la question de la transmission hors cadre familial, c'est quelque chose qui peut être, qu'il faut soutenir et c'est plutôt, de toute façon, c'est une richesse une richesse potentielle pour répondre à la problématique des départs en retraite. C'est aussi une richesse qui et une potentialité par rapport aussi à des enjeux de société où on est un peu trop cloisonnés les uns et les autres dans notre couloir d'engagement socio-professionnel, etc. Bon, je ne vais pas développer plus, mais effectivement, il y a un travail à faire du côté des jeunes et pas que du côté des lycées agricoles, je pense que c'est du côté de l'ensemble même déjà dès les collèges. Il y a le sujet de l'accès au financement, effectivement, pour accéder à l'activité agricole au sens large. Et là, je pense que les pouvoirs publics, en lien avec les banques type BPI ou Caisse des dépôts, pourraient aussi se mettre autour d'une table et y travailler pour permettre des financements suffisamment pérennes et qui confortent l'installation. La troisième chose, agriculture, pour moi, pour nous tous, je pense que c'est égal à alimentation. Et une alimentation de qualité par rapport aux objectifs qu'on porte, je pense, assez largement, agriculture et alimentation de qualité est produite grâce à la richesse de notre territoire, vient buter sur la grande distribution, les enjeux de la grande distribution qui fait que le prix de l'alimentation est un vrai sujet concernant nos concitoyens, c'est-à-dire qu'on va faire ses courses et on va essayer de trouver le moins cher sans s'interroger sur comment ça a été produit, qui l'a produit, avec tous les critères de qualité et notamment environnemental. Donc on a un sujet aussi de ce côté-là. Et pour terminer, moi je me félicite qu'il y ait eu un frein concernant le traité international qui s'appelle le Mercosur, parce que ça nous oblige, ça constitue, et c'est pas pour reprendre les propos de Pierre Poyot, mais du coup, ça remet en perspective, effectivement, la consolidation de nos filières à l'échelle régionale, européenne, mais de telle sorte que ce soit beaucoup mieux partagé et élaboré sur le plan environnemental et sociétal concernant l'alimentation. Monsieur. Donc, au niveau de la PAC, c'est difficile de vous livrer une analyse rapide parce que le sujet est très long. Ce qu'il faut voir, c'est que la PAC, elle a été construite après-guerre dans l'objectif de nourrir la population. Après, l'Europe est devenue excédentaire, on lui a donné d'autres objectifs comme le verdissement, etc. Mais entre-temps, on a eu depuis le nouveau programme, on a eu la crise du Covid, puis la guerre en Ukraine. Donc le ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture, il a changé de nom, on lui a rajouté la souveraineté alimentaire. Donc là, je pense que c'est un nom qui va rester dans le temps, puisqu'en fait, avec le renouvellement des générations on a quand même, et le changement climatique, on a quand même quelques inquiétudes sur la souveraineté alimentaire. Et la PAC est plus sensible, les prochaines PAC, je pense, seront plus sensibles à cet enjeu de production et d'autonomie alimentaire de l'Europe, avec des choix qui ont été faits différemment à d'autres territoires du monde, comme les non-OGM. Après, sur tout ce qui est installation des jeunes, on a vu que et renouvellement des générations, on a vu que les exploitations sont de plus en plus grandes. Donc pour une personne qui est hors cadre, on ne peut pas reprendre une exploitation de 200 ou 300 hectares. Donc une des solutions, c'est dans cette exploitation de créer un ou plusieurs ateliers
pour permettre à un jeune de se lancer et de s'insérer dans l'exploitation principale, ce qui permet de mutualiser tout ce qui est outils de travail du sol, etc., le matériel, les bâtiments que vous évoquiez tout à l'heure, et d'attirer des gens qui sont hors du milieu agricole. Ça leur permet de prendre leur marque. Et si ça ne marche pas, ces gens-là peuvent en partir beaucoup plus facilement aussi. Après, sur le financement, effectivement, quand vous avez des exploitations très grandes, avec des coûts de bâtiments, de matériel très élevés, une rentabilité relativement faible, les banquiers ne souhaitent pas suivre parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Donc, il faut trouver des solutions et le ministère réfléchit à des outils de portage du foncier de façon à ce que la personne qui s'installe n'ait pas à reprendre le foncier, au moins pas instantanément, pour réduire les coûts de reprise. Après, sur tout ce qui est le lien agriculture-alimentation, on a beaucoup de jeunes qui viennent dans l'agriculture pour le sens de ce qu'ils produisent et qui sont très attachés à la production. Et beaucoup souhaitent développer des circuits courts. Donc ça a très bien marché pendant la crise du Covid, mais après on a été rattrapé par l'inflation. Et aujourd'hui, on a une grande partie, malheureusement, des consommateurs qui se détournent de ce mode de commercialisation. Et on a les agriculteurs qui sont en circuit court et en bio qui ont des difficultés de commercialisation. Donc nous, au sein du ministère, on a apporté des aides d'urgence sur ce thème-là. Et on souhaite aussi travailler sur l'image pour que les consommateurs retournent en cet achat de proximité et qui est tout à fait vertueux. Voilà, en espérant avoir répondu à vos questions.